Welkom. Bienvenue à tous. Ik hoop dat jullie, ondanks de lekkere spijs en drank, Le repas était délicieux, mais j'espère que malgré tout, vous avez encore les idées bien claires parce que nous avons encore du pain sur la planche cet après-midi. Comme promis, nous entamons maintenant nos débats, notre après-midi de débat même, avec un débat avec les ministres régionaux ou leurs représentants. Nos invités pour cet après-midi sont Monsieur Jo Bruns, ministre flamand de l'économie, innovation, travail, économie sociale et agriculture. samen met ons ook Nous avons également Isabelle, Madame Isabelle Wijkmans, minister voor cultuur und ministre du Sport, de l'Emploi, des médias et de la communauté germanophone. chef de cabinet adjoint de Madame Christy Montréal, qui ne peut pas être avec nous cet après-midi et qui est donc la vice-présidente du gouvernement wallon, mais également, bien sûr, ministre de l'Emploi, de la formation, de la santé, de l'action sociale, de l'égalité des chances et des droits des femmes. Et nous attendons également le ministre bruxellois, M. Bernard Clairfailly, qui est en route et qui nous rejoindra d'ici quelques minutes, j'imagine. Alors, on le sait, l'emploi, c'est une compétence partagée entre le fédéral et les entités fédérées. Les régions, elles sont compétentes en matière de mise à l'emploi. Et donc, j'ai envie de commencer avec une question très générale. Quels sont les défis les plus importants que vous rencontrez, vous, dans votre région ou dans votre communauté, concernant le travail des personnes d'origine étrangère, hors Union européenne, et peut-être en particulier les primo-arrivants? Quels sont les défis? Peut-être on peut commencer avec vous, Madame Wijkmans. Oui. Bon, je pense que les défis sont partagés dans toutes les régions et sont plus ou moins les mêmes. Donc pour les primo-arrivants, ce qui est en général un grand défi, c'est l'apprentissage de la langue. Donc ça, c'est très très important pour permettre en fait une première intégration, bien sûr sociétale, mais aussi sur le marché de l'emploi. Et en même temps aussi la reconnaissance des diplômes ou alors des compétences pour pouvoir aussi avoir une bonne vue d'ensemble du profil de la personne et voir aussi quelles sont alors les propositions de formation et de qualification qu'on peut faire individuellement à la personne pour lui permettre vraiment d'avoir un cheminement aussi facile ou le plus facilement possible vers l'emploi. Donc j'ai envie de dire que c'est vraiment ces deux perspectives-là. Donc l'apprentissage et aussi donc la reconnaissance des diplômes et des compétences qui sont quand même le plus important. Alors ce sont deux sujets justement qui ont été pointés depuis hier et encore ce matin par les différents groupes de travail qui se sont réunis hier après-midi. Peut-être faisons d'abord le constat dans les autres régions pour voir après quelles pistes de solutions on propose. In Vlaamse regio. Dans la région flamande, est-ce que c'est également le cas? Est-ce que ce sont également des défis importants pour vous? Oui, tout à fait. Je pense que lorsque nous regardons le groupe de personnes issues de la migration, eh bien, je pense que c'est un groupe qui mérite une attention particulière. Le grand groupe d'inactifs, donc sur 100 flamands, il y a 75 qui sont actifs, 30 qui cherchent un emploi, 3 qui cherchent un emploi et 22 qui sont non actifs. Ça représente entre 650 et 750 000 flamands. Et sur ce groupe, il y a tout de même une dizaine de milliers de personnes qui sont issues de la migration. Au niveau belge, il y aurait plus de la moitié d'entre eux qui seraient non actifs. Et quand on zoome sur ce groupe, on voit que, bien souvent, il y a des problèmes de langue, de culture. Ce sont des gens qui accèdent plus difficilement au marché de l'emploi. Il y a toujours des discriminations. Cela reste un obstacle. Et donc, ces obstacles que nous constatons, nous essayons d'y travailler pour essayer d'atteindre ce groupe cible. Avec les services pour l'emploi, le VDAB, on mise vraiment là-dessus. L'idée est d'atteindre davantage ce groupe. Et de manière très accessible, hein. On a vraiment une approche de sensibilisation. On constate qu'il y a pas mal de femmes par rapport aux hommes.
Et donc, on essaye d'entrer dans le monde de ces personnes, on essaye de leur montrer des rôles, on essaye de les interpeller en se basant sur les compétences qu'elles ont développées dans leur ménage pour essayer de les rediriger vers des emplois dans lesquels elles peuvent mettre à profit leurs compétences. Donc, c'est tout de même un instrumentaire important que nous devons utiliser. On doit réfléchir un petit peu out of the box plutôt que d'avoir l'approche classique que l'on connaît en Flandre pour essayer de toucher davantage ce groupe. Pour nous, cette pénurie, c'est aussi une opportunité pour ce groupe. On voit que les gens qui sont inactifs aujourd'hui, donc il y a des personnes qui sont issues de la migration, mais aussi d'autres personnes. Et donc pour ce groupe-là, nous disons qu'il s'agit d'une opportunité, cette pénurie, pour essayer de passer vers l'emploi. Les employeurs, eh bien, ils doivent se montrer encore plus ouverts par rapport aux personnes qui présentent un handicap, mais aussi pour les personnes qui sont issues de la migration. La politique RH des entreprises, eh bien, il faudrait vraiment qu'elle mise sur cette diversité. On veut une Flandre inclusive. Et donc ça aussi, c'est un accent important. Nous regardons également le gouvernement fédéral qui s'attelle à un deal pour l'emploi. Il y a des mesures génériques qui y sont reprises. La politique de licenciement d'activation, c'est aussi important pour soutenir ce groupe vers le marché de l'emploi. Vous avez cité un certain nombre de points. Nous allons y revenir plus spécifiquement tout à l'heure. Premier bilan, un premier constat que l'on peut dresser au niveau de la région wallonne. Quels sont, selon vous, les plus grands défis en matière de mise au travail de ces personnes qui viennent de l'extérieur de l'Union européenne et qui arrivent sur le marché en tant que primo-arrivants, donc? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je représente ici la ministre Christy Moréal, qui est chargée de l'emploi, de la formation et de l'économie sociale. On n'en a pas beaucoup parlé dans les débats, puisque j'ai eu l'occasion de suivre, grâce à la retransmission, tous les débats qui ont eu lieu hier matin et ce matin encore. Je crois qu'il y a trois types de constats qu'on peut faire. Il y a les constats chiffrés, ils ont été évoqués hier par le ministre Pierre-Yves Dermagne. La situation en termes de taux d'activité, de taux de participation au marché du travail est mauvaise, soyons clairs. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer la situation et il y a derrière des déséquilibres très forts, notamment en termes de genre. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. À côté des constats chiffrés, il y a aussi toute une série de constats qu'on pourrait considérer comme étant des constats statiques et sur lesquels je pense qu'on peut très très facilement trouver un accord. Le ministre Bruns et la ministre Wijkmans viennent d'en parler. Sur la question de l'apprentissage de la langue, c'est une évidence. Sur la question des apprentissages de base au numérique, c'est aussi un domaine dans lequel on doit aussi davantage travailler. On a beaucoup parlé hier de l'accélération des processus de reconnaissance des diplômes. On sait que c'est une question qui est complexe, qui relève des communautés, mais je voudrais simplement faire une petite anecdote ici, rappeler simplement une petite chose. La question de la reconnaissance et de l'accélération de la reconnaissance des diplômes n'est pas une question nouvelle. Dans ce bâtiment, ici même, il y a 30 ans, le commissariat royal à la politique des immigrés pointait déjà cette question. Il y a plus de 30 ans que le constat est fait et la question reste d'actualité. Elle reste d'actualité pour les primo-arrivants. Elle est aussi d'actualité pour des gens qui sont déjà installés depuis un certain temps. Alors donc, ça, c'est une question que j'avais l'intention de vous poser à tous les quatre. C'est en effet une question qui est soulevée depuis très longtemps. Ça ne change pas. Pourquoi ça ne change pas et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change? Je ne sais pas si on peut peut-être attendre pour développer cette question. On va peut-être y revenir tout à l'heure. Si vous avez encore quelques points à soulever, on peut continuer. Sinon, je donnerai la parole à M. Clairfailly qui vient de nous rejoindre. Voilà, je voulais simplement dire qu'il y a une troisième manière d'aborder les constats, c'est de les aborder de manière peut-être moins statique, mais plus dynamique. Et là, d'observer qu'il y a dans les discussions qui ont eu lieu et dans les réflexions que nous avons aussi à la région wallonne, différentes manières de focaliser le débat. Il y a des enjeux qui concernent les demandeurs d'emploi et les travailleurs spécifiquement, et qui concernent l'amélioration de leur formation, l'amélioration de leur accompagnement vers l'emploi. Et puis, il y a des mesures qui concernent l'entreprise, qui concernent la création d'environnements beaucoup plus accueillants à la diversité à l'intérieur des entreprises. Et puis, il y a toute la régulation du marché du travail. Et selon qu'on met l'accent sur l'une ou sur l'autre dimension, ce n'est pas exactement le même constat. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience, et cette conférence en est quelque part un peu le témoin. Il y a une nécessité d'avancer beaucoup plus loin dans la conscientisation des entreprises. Les grandes entreprises, je pense, sont
de plus en plus conscientes, elles le disent, elles l'expriment. Pas plus tard que l'année passée, à la même époque, elles ont interpellé le gouvernement fédéral pour demander un point d'accès unique sur les questions de diversité. Il y a tout un travail aujourd'hui à faire, et c'est très, très important pour nous en Wallonie, auprès des petites et moyennes entreprises, pour les conscientiser à la question de la diversité. Puis un autre constat dynamique qu'on pourrait faire, et je m'arrêterai là, c'est la question de savoir s'il faut davantage recourir à des mesures incitatives, des mesures qui encouragent la prise de conscience et l'amélioration des processus d'accompagnement et d'emploi, ou est-ce qu'il faut aussi mettre sur la table des mesures correctrices qui sont moins agréables, qui sont plus difficiles, mais qui sont nécessaires aussi, on l'a entendu hier, toute la question de la lutte contre les discriminations et de la responsabilisation aussi de nos administrations au niveau de l'inspection sociale et économique pour faire en sorte que on adhère, qu'on mette en œuvre de manière beaucoup plus offensive des mesures correctrices. Alors, Monsieur Clairfailly, on a commencé avec une question très générale où j'ai demandé à chaque représentant de sa région ou de sa communauté de nous dire quel est, selon lui ou selon elle, les plus grands défis en matière de mise à l'emploi, puisque c'est de cette compétence-là qu'on parle pour les entités fédérées. Quels sont les plus grands défis en matière de mise à l'emploi de ces personnes qui viennent de l'extérieur de l'Union européenne, en particulier en région bruxelloise ? Je ne sais pas ce qu'ont dit mes collègues, ils ont dit sûrement des choses déjà très intéressantes. Sur les constats, on est tous d'accord et on le sait depuis des années. On a des tonnes d'études, le monitoring du ministère de l'Emploi avec UNIA ou les études d'UNIA qui démontrent partout des discriminations systémiques. Et les chiffres sont là pour montrer le taux d'accès inégal à l'emploi, le taux de chômage plus grand de telle ou telle catégorie. J'insiste sur le mot discrimination systémique, parce que ça veut dire que c'est tout le système qui conduit à ce résultat. Et ça veut dire que les solutions qu'on va trouver ne vont pas commencer dans l'accès sur le marché de l'emploi ou les mesures d'incitation ou de formation ou des entreprises. Il faut qu'on soit conscient que c'est tout le système. Et le système commence par l'accès inégal à l'école, la réussite inégale à l'école, le déterminisme social ou le déterminisme ethnique qu'il y a en Belgique en particulier, et ceux qui ont pris connaissance de la sortie ce matin de l'OCDE, qui dit qu'en Belgique, ces inégalités restent profondément ancrées dans la société, même si c'est une société qui performe relativement bien en termes de réduction des inégalités de revenus, il y a des inégalités sociales, ethniques qui sont très très profondes. Et donc on doit, si on veut avoir des résultats à moyen terme, on doit s'adresser à ces questions d'inégalité scolaire. C'est-à-dire travailler avec vos collègues qui sont en charge de ces compétences. Pour dire que c'est un enjeu très global. Moi, je suis disposé à prendre ma part, entre guillemets, dans la gestion des politiques de l'emploi, mais la part que feront les politiques de l'emploi et les mesures dont on va pouvoir parler maintenant auront certainement des effets, mais ils n'en auront pas suffisamment si on ne s'attaque pas à réduire les inégalités sociales, inégalités scolaires, le déterminisme social, le fait que les enfants issus de milieux plus pauvres, plus précarisés ou dans certains quartiers restent déterminés dans leur parcours scolaire, dans leur taux de réussite, dans le réseau social qui permet d'accéder à l'emploi, etc. Donc ça, c'est pour moi très important. Et dans les études qui montrent un écart très fort dans l'accès à l'emploi des personnes immigrées hors européennes en Belgique, où on a un chiffre bien pire que beaucoup d'autres pays comparables, c'est aussi parce que, c'est une étude de la Banque nationale qui l'a montré, le canal de migration est un peu différent chez nous du canal de migration par rapport à d'autres pays auxquels on nous compare. Chez nous, une plus grande part de personnes migrantes sont arrivées par le canal du regroupement familial, alors que dans d'autres pays, une plus grande portion de migrants sont directement arrivés pour venir travailler. Ça veut dire que nous n'avons pas en Belgique, cette différence existe, mais nous n'avons pas un système suffisamment puissant d'intégration dans la société et vers le marché du travail des personnes qui viennent par le canal de regroupement familial. Et donc ça reste quelque chose de marquant chez nous. Les néerlandophones ont instauré un parcours d'accueil depuis un certain temps, en communauté germanophone aussi, en communauté francophone. Nous sommes un petit peu en retard là-dessus, en région bruxelloise en particulier, on est un peu en retard là-dessus, donc nous en payons encore le prix maintenant. Alors dans les pistes de solutions, on va en parler cet après-midi, la reconnaissance des diplômes, les politiques de diversité, de promotion de celles-ci, lutte contre les discriminations, etc. La reconnaissance des diplômes, c'est un processus encore beaucoup trop lourd, beaucoup trop administratif, beaucoup trop lourd aussi du point de vue du demandeur d'emploi.
parce qu'il a un coût aussi. C'est un frein. Je vais vous proposer une image toute simple. Si je vous sortais de mon portefeuille maintenant un billet de 1000 pesos argentins, ou je vous sortais un billet de 1000 roupies indonésiennes, c'est un document imprimé en langue étrangère. Pour un billet de banque, on pourrait se référer à un étalon des valeurs parce qu'il y a 180 monnaies dans le monde et le système bancaire a organisé un système pour donner la garantie de ce que vaut ce texte imprimé dans une autre langue en euros. Mais pour les diplômes, il y a tellement de centaines de milliers de diplômes différents à travers le monde, imprimés dans des langues étrangères, qu'il est presque impossible d'organiser ce système d'étalonnage des valeurs. Et c'est ça qui fait que le système est très très compliqué chez nous. La communauté flamande semble un peu plus efficace ou un peu plus souple que la communauté française, mais globalement, ça reste un vrai problème. Dans le monitoring, j'ai trouvé une excellente idée qui était de travailler plus au niveau européen là-dessus, parce que très franchement, quand on donne l'équivalence diplôme en Grèce ou au Portugal pour quelqu'un qui sort de telle école technique en Syrie, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas profiter de l'équivalence des diplômes européens pour donner les mêmes avantages ici en Belgique. Donc un plus grand échange d'informations serait certainement utile. Mais moi je pense que c'est quelque chose qui restera étonnamment compliqué et je pense qu'on donne aujourd'hui trop d'importance aux diplômes. Qu'est-ce que c'est qu'un diplôme? C'est un bout de papier imprimé qui dit que vous avez passé une série d'épreuves, mais ça ne dit pas vos compétences, à tel point qu'une entreprise, lorsqu'elle engage, elle regarde le diplôme, mais elle fait passer plein d'autres tests à côté pour vérifier d'autres compétences. On fait un interview, on fait un test dans le secteur public, on a un diplôme, mais vous passez quand même un examen. Autrement dit, on doit donner moins d'importance au diplôme et beaucoup plus aux qualifications que l'on peut vérifier par ailleurs. Meneer Bruns, meneer Clairfailly zei daarnet, Vlaanderen... La Flandre est plus souple que nous, c'est ce qu'a dit M. Clairfailly concernant la reconnaissance des diplômes. Que faites-vous que les autres régions font moins ou pas? Peut-être un exemple concret. Bon, avec la guerre en Ukraine, on a très rapidement reconnu les diplômes. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le marché de l'emploi en Flandre, mais aussi à l'extérieur, bon, il y a tellement de pénuries qu'on doit vraiment miser sur les compétences. Là, j'y crois vraiment très fort. Donc, l'exemple également que dans le cadre d'un programme européen qu'on a fait avec les mères qui sont issues de la migration et qui ont développé beaucoup de compétences à la maison parce qu'elles se sont occupées de leur famille. C'est ça qu'il faut montrer. Hein. Ces compétences, on peut également les utiliser dans l'enseignement maternel ou dans les soins. Je pense que c'est important et de cette manière, les compétences acquises ailleurs, eh bien, il faut pouvoir les intégrer dans ces trajets pour que les personnes issues de la migration puissent arriver sur le marché. Evalueren op basis van competenties. Est-ce que les entreprises le font déjà? Se baser sur les compétences, les employeurs regardent surtout le diplôme. Non, je pense que la culture en Flandre, à l'heure actuelle, mise surtout sur le fait que les gens sont motivés. Vous commencez, on va donner un training on the job. Il y a beaucoup de bels exemples qui montrent qu'on peut commencer à travailler, on fait le test de motivation, mais les compétences, on les apprend lorsqu'on fait le job. Ça ne peut pas être possible pour toutes les fonctions, bien évidemment. Le diplôme reste important, mais il y a beaucoup de fonctions à l'heure actuelle où on peut apprendre en faisant le learning on the job. Ça veut dire qu'on peut développer les compétences on the job. Et la conjoncture actuelle, c'est une opportunité, hein? Avec les compétences acquises ailleurs, on peut commencer un nouveau travail, mais on peut continuer à apprendre. L'apprentissage tout au long de l'année en Flandre, c'est un grand défi. On dit souvent que le terrain en Flandre, ça doit être l'école la plus grande en Flandre, donc la formation tout au long de la vie. C'est un point très important qui reçoit beaucoup d'importance à l'heure actuelle à cause de la pénurie, mais ça offre une opportunité. Les employeurs sont conscients de cela, ils doivent miser là-dessus. Encore quelque chose sur la discrimination, parce que ça a été abordé également. Avec professeur Barth, on a fait un mesurage dans 38 secteurs, parce qu'on indique qu'il y a quand même pas mal de seuils pour les gens issus de l'immigration. Donc c'est pourquoi nous voulons savoir quelles sont les raisons de la discrimination, quelle est la base, quelles sont les différentes formes existantes pour pouvoir donner des réponses adéquates. Ce mesurage zéro n'a pas une intention de sanctionner, mais surtout d'accompagner les entreprises afin de pouvoir
éliminer la discrimination parce qu'on voit que beaucoup de personnes sans nationalité EU sont encore victimes de cela. Mettre des systèmes en place pour faire en sorte que l'on engage ces personnes avant tout sur base de leurs compétences plutôt que de regarder sur ces diplômes qui parfois sont difficiles à retrouver ou pour lesquels on n'a pas d'équivalence en Belgique. Mais je pense que c'est ça aussi une des vraies bonnes idées parce qu'il y a plusieurs études qui démontrent, une dernière encore en Allemagne de l'année dernière, qui démontre si on fait cette reconnaissance de diplôme ou de compétences, qui est en fait presque la même chose, en fait on augmente de 25% la chance de cette personne à pouvoir intégrer le marché du travail. Donc c'est énorme, je trouve, 25%. Et de plus, sa valeur sur le marché du travail augmente de même aussi de 20%, c'est-à-dire alors il va accéder à une fonction beaucoup plus élevée déjà de prime abord sur le marché de l'emploi. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment une mesure qui est hyper importante à prendre, cette reconnaissance du diplôme ou de compétences. Et c'est vrai que notre marché de l'emploi aussi, comme on en a besoin de beaucoup de personnes qui viennent dans notre région pour travailler parce qu'on a un manque criant de main-d'œuvre qualifiée, c'est aussi qu'aujourd'hui les entreprises sont aussi beaucoup plus prêtes à accepter juste la reconnaissance des compétences parce qu'ils savent que c'est ce qui est nécessaire à avoir et qu'ils sont aussi prêts à former encore davantage les personnes dans leur entreprise même, ce qui est aussi une tradition en communauté germanophone de toute façon de pouvoir le faire. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment un instrument à mettre en œuvre. Nous, on travaille par exemple avec notre forum, notre Arbeitsamt, avec un instrument qui s'appelle MySkills. Donc, mis à part donc, l'analyse du profil de la personne qui est à mettre à l'emploi, c'est ici vraiment un instrument d'évaluation de ses compétences qui est accessible aussi dans différentes langues. Donc, c'est la personne elle-même par l'aide ou les suivis aussi de l'Arbeitsamt. Donc à remplir en fait ce questionnaire en quelque sorte. Et alors on voit vraiment à la fin quelles sont ses compétences réellement, son évaluation lui-même pour voir vers où on peut l'orienter ou peut-être quelles qualifications qu'on peut encore proposer pour améliorer son profil et ses chances aussi sur le marché de l'emploi. Et c'est comme ça qu'on doit travailler. Autrement, je pense que c'est assez compliqué, sinon avec des propositions ou des formations en groupe, etc., de vraiment pouvoir avancer. On doit vraiment essayer d'individualiser au plus, en fait, ce suivi. Monsieur Boussetta, c'est donc un outil que vous utilisez aussi en Wallonie, puisque Madame évoquait le forum. Et est-ce qu'on sent qu'il y a vraiment une prise de conscience du côté des employeurs sur l'importance d'accorder beaucoup plus, de mettre plus l'accent sur les compétences que sur le diplôme? Oui, je crois qu'il y a une prise de conscience et ce qui a été dit me semble converger avec les réflexions que nous avons. Le diplôme est une chose. Pour la personne, évidemment, qui a un diplôme qu'il a obtenu dans un pays étranger, pouvoir obtenir la reconnaissance, c'est un droit légitime. Et donc, du point de vue individuel, c'est extrêmement important. Mais en tant qu'acteur de la politique de l'emploi et de la formation, on doit aussi pouvoir dire que le diplôme est une chose, mais que les qualifications, les compétences peuvent aussi être valorisées par ailleurs et qu'on y travaille. Et que ces valorisations de compétences, je crois qu'il y a quelque chose qui peut être aussi très utile, c'est d'y travailler en milieu de travail, d'essayer d'accompagner dans le milieu de travail avec des tuteurs, ce qu'on essaye de faire notamment à travers des projets du plan de relance wallon, où on a mis des moyens pour former davantage de tuteurs, pour accompagner dans le milieu de travail, et avec notre consortium de validation des compétences, aussi réfléchir à comment faire en sorte que des personnes qui ont des savoir-faire, qui n'ont pas nécessairement les diplômes qu'ils auraient dû avoir, pour des raisons que l'on sait, eh bien que ces personnes puissent néanmoins valoriser tout leur savoir-faire, toutes leurs compétences et les accompagner évidemment dans l'emploi, parce que l'objectif c'est de les maintenir évidemment dans l'emploi et d'améliorer aussi leur formation, puisque c'est un enjeu aujourd'hui de, en permanence, remettre sur le métier la question de la formation. On parle beaucoup d'upskilling, de reskilling, donc ce sont tous des enjeux qui sont pour les personnes non européennes tout aussi importants que pour les travailleurs, pour nos travailleurs de manière générale. Meneer Bruns, ça bestaat ook in Vlaanderen, als ik mij niet vergis. Ça existe aussi en Flandre, si je ne me trompe pas, une sorte de coaching, formation on the job,
Je ne sais plus quelle est la terminologie correcte du système qui existe. Le job coaching, ça existe évidemment. En fait, c'est très actuel parce que ce matin, par exemple, avec les partenaires sociaux, nous nous sommes réunis et on a mis la base pour un nouvel accord d'emploi en Flandre qui se base sur 4 piliers. Tout d'abord, activation, 2, formation, 3, travail faisable et 4, la migration économique, mais aussi la mobilité interrégionale. Et pour cela, j'invite les régions de faire en sorte que les gens qui cherchent un travail ici, de peut-être les diriger vers la Flandre. Et dans ce volet est repris également le coaching du job. Et on prévoit également des moyens supplémentaires. Donc, c'est formation sur le lieu de travail pour ce public spécifique, les nouveaux venants. Oui, mais aussi pour les personnes qui ont été en chômage de longue durée. Donc, spécifiquement pour ce groupe également, on a prévu des choses. Comment est-ce que vous faites cela concrètement? Donc, des personnes qui viennent par exemple d'un pays africain, qui ne maîtrisent pas notre langue, ou le néerlandais pour la Flandre, comment est-ce que vous faites pour que ces gens soient accompagnés? C'est vrai que la langue reste un grand défi. Là, on parle de vijfwoordtaal. Nous constatons à l'heure actuelle, donc, si on regarde les différentes offres de travail, alors la grande plupart des employeurs misent ou a beaucoup trop d'exigences concernant la langue. Et c'est un seuil supplémentaire, même pour les personnes de la Wallonie et de Bruxelles, donc aussi pour les personnes des autres pays. Et alors, il faut miser sur la formation de langue pendant la formation. Donc, on suit une formation pour, par exemple, une machine spécifique qu'il faut manipuler. Et quelle langue est-ce qu'on utilise? Le néerlandais. Et au fur et à mesure, on apprend le néerlandais, l'utilisation de cette langue, et c'est lié. Donc, les compétences dont on a besoin pour la fonction, en combinaison avec le néerlandais, c'est devant main en main. Et ça fonctionne. Oui, c'est quelque chose qui fonctionne. Nous y croyons, en tout cas. Et maintenant, on fait pas mal de progrès. Ce n'est pas quelque chose qui existe déjà depuis 10 ans, mais en tout cas, c'est nécessaire. Et on le constate sur le terrain. Même pour la sécurité, les gens doivent pouvoir communiquer entre eux sur le terrain. Donc, il faut quand même une base de communication. Mais on a remarqué qu'on avait, par le passé, trop d'exigences concernant la langue. Il faut quand même pouvoir dire que maintenant, avec la pénurie existante, même en Flandre, que cette exigence de langue peuvent quand même être diminuée un petit peu. Et qu'il faut d'abord regarder les compétences, mais il y est la langue depuis le début. C'est ça qui se fait, donc des programmes spécifiques de langue. Dans les propositions présentées ce matin, on a vu que si on donne des cours, ça pourrait être donné aussi dans une 3e langue, l'espagnol ou l'anglais, une langue de contact, disons. Ça dépend de l'origine des personnes. Est-ce que c'est envisageable que les cours de langue puissent être donnés dans une autre langue? Nous misons sur le néerlandais, évidemment. C'est pour beaucoup de fonctions une exigence qu'en Flandre, il y ait au moins une connaissance de base du néerlandais. C'est en effet un des défis qui revient constamment. C'est un des fils rouges de cette conférence. Quand on parle de mise à l'emploi, on parle du VDAB, du Forum, d'Actiris. La langue utilisée dans ces services sont en général la langue de la région. C'est une des propositions qui a été mise sur la table ce matin. Il faudrait pouvoir utiliser d'autres langues dans ces services. Ce n'est pas tout de l'utiliser dans les entreprises d'une façon ou d'une autre, la langue des personnes, mais au VDAB, au Forum, chez Actiris, oui, donc c'est un problème. On peut entendre ça d'ailleurs dans le cas de l'accueil des Ukrainiens. Actiris, en préparant l'accueil d'Ukrainiens qui viendraient s'inscrire chez Actiris, a interrogé la commission permanente de contrôle linguistique parce que la loi impose à Actiris d'utiliser les 2 langues régionales, le français et le néerlandais, voilà, et aucune autre. Et pour les Ukrainiens, on a demandé spécialement à la commission permanente de contrôle linguistique si on pouvait utiliser l'anglais, oui, parce qu'il y a beaucoup de chances que les Ukrainiens ne maîtrisent ni le français ni le néerlandais dès leur première inscription. Donc on a eu une autorisation pour le faire, et donc c'est une ouverture vers l'usage d'autres langues pour accueillir d'autres publics. Mais il faut quand même insister sur le fait que la connaissance de la langue, français ou néerlandais,
c'est quand même très essentiel pour pouvoir trouver un boulot. On peut trouver des boulots où on ne peut parler qu'anglais, certes, mais si on veut par la suite changer d'emploi pour avoir plus d'opportunités, il est quand même essentiel d'apprendre au moins l'une des deux langues régionales. À Actiris, 17% des chercheurs d'emploi inscrits chez Actiris ne comprennent pas la langue dans laquelle leur dossier est inscrit. C'est énorme. Si on avait 3-4%, on pourrait vivre avec, entre guillemets. On comprend que c'est important d'apprendre le néerlandais ou le français, mais c'est souvent leur premier contact avec le marché de l'emploi. Donc l'idée d'utiliser une langue qui leur soit accessible est certainement... Oui, mais la question, c'est laquelle? Dans les parcours d'accueil pour les primo-arrivants que nous avons en région bruxelloise, il y a des cours d'accueil, des premières séances d'information, d'apprentissage de français langue étrangère depuis une autre langue, depuis le russe, depuis l'ourdou, depuis l'arabe, depuis le... Donc ça existe comme cela, mais c'est autre chose que d'indiquer que les services publics de l'emploi vont faire un accompagnement complet, intégral, en offrant toutes les options de formation professionnelle, technique ou autre, en anglais ou encore dans d'autres langues. C'est une pression que les services publics ne pourront pas satisfaire. Donc, il faut utiliser des langues tierces pour les premiers accueils, le premier accrochage, les premières informations, mais il faut très vite inciter et inviter ces chercheurs d'emploi à commencer à maîtriser au moins l'une des deux langues régionales ou nationales, ou la langue de la région, et de développer cet talent en d'autres langues. On a à Bruxelles un instrument assez efficace, qui s'appelle Brulingua, qui est une application qu'on peut télécharger sur son smartphone et qui permet de vérifier son niveau de langue et de faire un apprentissage à la maison, chez soi, dans le bus, dans le tram, en attendant, ou quand les bébés font la sieste, ou si on est chez soi, peu importe, où on peut apprendre les 24 langues européennes au départ de 32 langues, des 24 langues européennes, plus le russe, le turc, l'arabe, etc. Et on va rajouter l'ukrainien. Monsieur Broed, ik moet vertrekken. Ik krijg signaal dat ik in het Vlaams parlement... Moi, je dois partir parce que je dois aller au Parlement pour répondre aux questions posées lors de cette conférence. Donc, je dois partir. Est-ce qu'on a encore le temps de poser une dernière question? Oui, allez-y. Pas trop difficile? Non, je dois partir maintenant, pas dans 5 minutes. OK, donc est-ce que la Flandre obtient de meilleurs résultats, disons? Ensemble, nous pouvons faire encore mieux. Est-ce qu'il y a de bonnes pratiques que vous pouvez peut-être échanger avec les autres régions pour en tirer des leçons? Je pense que les exemples déjà donnés sont de bonnes inspirations, mais si vous me permettez, je voudrais quand même dire que nous attendons à ces deals de l'emploi avec les 3 grands piliers. Je pense que les personnes issues de l'immigration doivent voir ceci comme un instrument, comme une possibilité, une opportunité. Concernant les compétences, nous demandons également aux employeurs de miser plus sur la diversité dans leur effectif, mais le volet fédéral, donc le deal de l'emploi avec le licenciement devrait être un pont dans votre carrière. Si on regarde le Danemark, 30% des gens font du job hopping ou changent de boulot. Et ces personnes qui viennent ici pour la première fois sont très vulnérables sur le marché du travail, donc il faut être très réactif concernant la continuité de la carrière. Le licenciement ne doit pas être le point de fin. Ça doit mener à ce qu'on trouve un autre travail. Il faut pouvoir avoir une continuation sur le marché du travail, même si on est licencié. Je pense que le volet fédéral peut encore faire plus pour les régions. Bedankt voor het komen. On va parler français puisqu'on reste entre francophones. Quand on regarde les chiffres de ces dernières années, on voit que quand même, en termes de mise à l'emploi des personnes qui viennent de l'extérieur de l'Union européenne, on a fait des progrès. C'est quand même assez lent, mais ces progrès sont là. Cela dit, ils sont assez fragiles parce que qu'est-ce qu'on a vu pendant la crise du coronavirus, c'est que les personnes qui ont le plus vite perdu leur emploi ou qui se sont retrouvées dans des situations très précaires, qui n'ont pas eu accès au télétravail, c'était précisément les personnes dont on parle aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que de futures crises ne frappent en premier lieu ces personnes qui sont les plus vulnérables?
Je pense que ce qui se détache, ça a été très clair dans la présentation de ce matin sur le monitoring qui sortira au mois d'octobre, c'est qu'il reste d'énormes inégalités sur le marché du travail qui concernent massivement les personnes non européennes et qu'il y a une forme d'ethnostratification, c'est le mot qu'on utilise, une ethnostratification du marché du travail et qui résulte de plein de facteurs, qui résulte d'abord de facteurs qui sont des facteurs liés aux qualifications, liés à la trajectoire éducative, qui sont liés à des choses qui concernent les demandeurs d'emploi et les travailleurs, et puis il y a des choses qui concernent l'organisation de notre société. Il y a des phénomènes qui sont des phénomènes de discrimination, d'exclusion, parfois conscientes, parfois inconscientes, et c'est la raison pour laquelle on peut relever ce défi en agissant à la fois sur la partie qui est celle de la formation et d'améliorer la préparation des demandeurs d'emploi, mais on doit aussi travailler, et là il y a un défi colossal sur la question de la diversité. Comment aujourd'hui les entreprises peuvent avoir une réflexion sur leurs propres pratiques et pas simplement les pratiques d'embauche, parce qu'on entend souvent la question être posée au niveau de l'embauche, sur les facteurs discriminants à l'embauche. Mais c'est tout au long de la carrière, en réalité, que les enjeux se posent, et ils se posent dans tous les secteurs. Ils se posent pour le secteur public, ils se posent pour le secteur de l'économie classique, et ils se posent aussi dans le secteur de l'économie sociale, où on a aussi un enjeu d'inclusion des personnes d'origine non européenne. Donc il y a... Alors maintenant, ça c'est deux points de vue assez généraux. D'un point de vue beaucoup plus pratique, je crois que la réflexion qu'on a aujourd'hui en Wallonie, c'est de se dire qu'on doit travailler de manière beaucoup plus qualitative l'accompagnement. Et ça c'est une des clés. Je crois que les études internationales sur les travailleurs migrants et d'origine immigrée mettent bien en évidence que l'agilité dans le processus d'accompagnement, la capacité d'offrir un suivi beaucoup plus personnalisé sur l'accès à des stages, sur l'accès à des formations, sur des liens avec les entreprises, si on le fait de manière beaucoup plus territorialisée, si on le fait de manière beaucoup plus individualisée, ça donne des meilleurs résultats. Et on a des expériences qui ne concernent pas les populations non européennes. On a quelques expériences, notamment avec des jeunes, où on a mis en œuvre ces principes. Je pense en particulier à l'initiative Coup de Boost, qui donne des résultats tout à fait intéressants en termes de taux d'insertion sur le marché de l'emploi. Il y a peut-être à réfléchir aussi, dans le nouvel accompagnement qu'on est en train de mettre en place en Wallonie, à comment articuler ces différents dispositifs, faire en sorte qu'on ait une meilleure compréhension, parce que, et quelque part, M. Clairfailly a touché à cette question-là tout à l'heure, la particularité des demandeurs d'emploi et des travailleurs d'origine étrangère, c'est que il y a des défis qui sont des défis classiques de tout travailleur, tout demandeur d'emploi, mais il y a des spécificités qui sont des spécificités liées à leur statut juridique, qu'on ne rencontre pas. Certains sont travailleurs sans papier, d'autres sont travailleurs avec des statuts précaires, d'autres sont des travailleurs avec un statut de séjour temporaire. Toutes ces réalités-là, on ne les trouve pas dans d'autres. Et ça nécessite évidemment un accompagnement, et ça nécessite une réflexion particulière. Et si on réfléchit par rapport à ce qui nous préoccupe beaucoup aujourd'hui en Wallonie, la question des pénuries, on a vu au cours de... Vous avez évoqué la période Covid, où, bien sûr, il y a eu ces phénomènes où des groupes vulnérables ont été massivement touchés et fragilisés doublement quelque part par la crise. Mais on a aussi vu qu'on avait des travailleurs disponibles avec les compétences pour répondre à des métiers en pénurie, mais qui, en raison d'un permis de séjour temporaire ou de l'absence de permis de séjour, ne pouvaient pas être engagés. Et là, on a une demande qu'on formule avec insistance auprès du gouvernement fédéral, qui est de faciliter l'accès au permis unique pour les travailleurs concernés, et notamment les travailleurs sans papier. On a eu des cas dans des hôpitaux où on aurait pu répondre à des pénuries par des travailleurs qui étaient présents, et parfois même avec des diplômes qu'ils ont obtenus en Belgique, parce qu'ils ont eu un séjour régulier et qu'ils ont perdu ce séjour régulier. Et donc là, il y a vraiment une urgence à se dire, on a un mécanisme là-bas qu'on devrait assouplir pour permettre de répondre à ces questions. Voilà, le champ est vaste, j'ai conscience qu'on touche à différentes choses, qu'on touche à différents domaines, mais c'est précisément l'une des difficultés lorsqu'on parle de travailleurs non européens, migrants, c'est que les situations sont extrêmement variées, parce qu'elles sont variées sur le plan socio-économique, mais elles sont aussi variées sur le plan juridique. Cette séparation des compétences que vous évoquez, c'est quelque chose aussi que vous considérez comme un frein qui ne vous permet pas de mener la politique que vous souhaiteriez mener
au niveau La question régional? qu'on vient d'évoquer des permis de travail, puisque maintenant il y a une procédure unique, le demandeur du permis de travail ne fait qu'une seule demande, mais il y a deux autorités qui ont décidé, l'autorité fédérale pour l'accès au territoire, le séjour, et l'autorité régionale pour l'accès au marché de l'emploi en fonction, pour vérifier si c'est bien des compétences nécessaires sur le marché de l'emploi. Ça rend les choses compliquées. Et j'ai les mêmes exemples que ceux que vous avez cités. Dans cette crise sanitaire, des personnes qui ont un diplôme étrangers dans le secteur du soin, de la santé, des laboratoires. Les hôpitaux demandent à les engager. Et pour un petit problème de séjour, ils étaient résidents réguliers, puis ils ont perdu les droits, ils sont depuis 3 mois en séjour irrégulier. Un refus absolu, même d'une exception, même d'une souplesse. Ça, c'était assez dommageable, surtout pour le secteur de la santé qui pleurait pour avoir des bras et des cerveaux supplémentaires pour travailler. Donc ça, c'est un vrai problème, cette éclate. C'est aussi quelque chose que vous constatez, Madame Wijkmans? Oui, tout à fait. Donc là, on partage entre les régions et même aussi avec le fédéral ce besoin en fait de rendre les choses plus accessibles, plus simples aussi dans leur application. Parce qu'on a parlé souvent maintenant aussi de la reconnaissance des diplômes et des compétences, mais il faut dire aussi que l'accès à la profession en général parfois est aussi encore quelque chose qui est assez compliqué. Et donc là encore, c'est aussi quelque chose qui est partagé, ça dépend des secteurs en fait, des professions en général, ou alors l'accès est rendu aussi plus difficile. On a parlé des soins par exemple, nous on a ce cas-là parce qu'on est à la frontière. Donc on a la profession donc des soignants qui est assez compliquée ou assez complexe en fait sa réglementation. Donc les personnes par exemple qui ont fait ces études, les mêmes études en Allemagne, ne peuvent pas travailler en Belgique parce qu'ils n'ont pas l'accès à la profession. Pourquoi? Parce que l'Allemagne, comme nous aussi au comité germanophone, on a cette tradition de la formation en alternance. Mais en fait, la profession du soignant ou de l'aide-soignant n'est pas du tout réglementée de cette manière en Belgique. Ça, c'est quelque chose qui est réglé au niveau fédéral, où nous aussi, on formule cette demande, en fait, de rendre ça plus souple et de reconnaître en fait donc les diplômes qui sont donnés par l'Allemagne, par les Pays-Bas ou par le Luxembourg. Mais ça, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et donc ça, dans un secteur où on a vraiment besoin de beaucoup de main-d'œuvre et dans une région comme la nôtre, où on a donc un taux d'emploi de 79%, c'est quelque chose qui est assez important pour nous pour pouvoir avoir accès à d'autres personnes venant chez nous travailler. Et donc ça aussi, c'est des problèmes. Alors, pour revenir donc à cette question, éviter que lors de crises futures, ce soit ces personnes les plus vulnérables qui soient à nouveau touchées. On a maintenant une situation assez particulière avec une conjoncture favorable. Est-ce que ça, c'est une opportunité pour ces primo-arrivants? Et comment, si c'est une opportunité, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut les diriger vers ces métiers en pénurie et peut-être essayer d'une façon ou d'une autre d'en faire une intégration durable dans le marché du travail, parce que c'est de ça qu'il est question. Évidemment, il ne s'agit pas de leur trouver du boulot maintenant, ce qui est peut-être moins difficile que dans une autre conjoncture, mais comment faire en sorte qu'ils restent sur le marché de l'emploi de façon durable? Tout à fait. Les pénuries d'emploi sont justement la manifestation d'une envie d'engager des secteurs. Peut-être que certains avant faisaient la fine bouche en choisissant tel ou tel avec des phénomènes de discrimination. Maintenant, les secteurs ne vont plus faire la fine bouche. On va pouvoir leur dire, voilà, on a quelqu'un ici qui a, à nos yeux, toutes les compétences, qualifications nécessaires pour répondre. Ou s'il ne les a pas, on peut faire une formation individuelle. Mais comment éviter sur que mesure. Lorsque la conjoncture bascule à nouveau, ces personnes ne soient pas les premières victimes? Alors, pour répondre à votre question sur la conjoncture, ont été vulnérables dans cette crise sanitaire qui a confiné des secteurs d'activité, une partie du marché. Ceux qui avaient un travail en col blanc, derrière ordinateur, ont pu télétravailler. Ceux qui avaient un travail de présence physique ont été les vulnérables de cette crise-ci. Je ne sais pas si la prochaine crise ne sera pas une panne informatique et les vulnérables seront peut-être les autres. Donc, chaque crise crée ses propres vulnérabilités. Mais ici, ce qui est arrivé, c'est que ce sont les personnes qui avaient les emplois les moins qualifiés,
qui ont été les premières victimes. Donc si c'est ça la question, la réponse, c'est les qualifications. C'est la stratégie que nous menons depuis longtemps, qu'il faut renforcer encore, c'est faire monter en gamme les qualifications, soit par des reprises d'études, soit par des formations professionnelles adaptées, soit en les envoyant vers des emplois disponibles dans lesquels on forme sur le tas, sur le travail, comme disait Donc il faut mon les collègue. rediriger de Bien préférence vers ces métiers en pénurie. Dans la région flamande, autour de Bruxelles, il y a une forte pénurie de main-d'œuvre. Ils sont en forte demande de travailleurs. Dans l'accord de coopération que nous avons avec la Flandre, c'est justement de diriger des chercheurs d'emploi bruxellois qui ne connaissent peut-être pas le néerlandais aujourd'hui, apprendre les rudiments du néerlandais pour aller prendre un emploi à l'aéroport ou dans les environs. Et les entreprises sont désireuses d'avoir de la main-d'œuvre et sont prêtes à les former sur le tas. Ils amélioreront le néerlandais sur le tas, on les formera sur le tas. Et dans 2, 3, 4, 5, 6 ans, à la prochaine crise, ils seront devenus des travailleurs qualifiés. Et donc, ils sont sans doute protégés des impacts de la future crise. Donc ça, c'est à portée de main. On peut être optimiste sur ce plan? En tout cas, on y travaille de manière quotidienne à essayer de réfléchir à la question des pénuries de manière globale, pas nécessairement de manière utilitariste en pensant que c'est la main-d'œuvre étrangère qui doit répondre exclusivement à ces pénuries. C'est un défi global et c'est un défi partagé. Et M. Clerfay a raison de souligner le fait qu'il y a aussi des enjeux de mobilité des demandeurs d'emploi sur l'ensemble du territoire. Mais je crois qu'il y a plusieurs mesures et on y travaille. D'abord, les incitants. On peut travailler par des incitants, des stimulants financiers pour essayer de rendre plus attractives certaines professions. On peut y travailler en améliorant la formation, c'est évident, on y travaille beaucoup. Donc voilà, il y a plusieurs pistes possibles sur lesquelles on essaye de travailler, mais il y a allez, je vais prendre le cas, puisqu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais la question du genre est très impactante. J'allais y venir, donc vous faites une transition parfaite. Voilà, donc la question du genre est particulière parce qu'on voit que les travailleurs, en Wallonie, les travailleurs non européens sont à 56% de taux d'activité, le taux général étant un peu au-dessus de 65%. Par contre, pour les femmes, on est en dessous de 50%. 40%. Et se pose d'autres... Chez les femmes 40% hors Union européenne. En Wallonie, tout à fait, 40%. Donc on a des enjeux là qui concernent, ça a été bien expliqué ce matin, qui concernent l'articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale. Mais alors, il y a chez les primo-arrivantes, en réalité, on a mis en place un dispositif par lequel passe un grand nombre de ces primo-arrivantes. Ce sont les parcours d'intégration qui sont obligatoires pour les personnes qui ont un permis de séjour de moins de 3 ans et de plus de 3 mois. Et donc, dans ce parcours d'intégration, on a déjà un premier contact et une première évaluation des compétences, on a une première approche et qui nous permet déjà de travailler avec les partenaires que sont le Forem et les centres régionaux d'intégration. Il y a un travail qui doit se faire le plus rapidement possible. Je crois que ça, c'est quelque chose sur lequel on peut trouver un large consensus, c'est que plus on va rapidement prendre en charge l'accompagnement, plus on a de chances d'amener vers un processus qui va déboucher sur une mise à l'emploi. Ça, c'est une clé et je crois qu'on doit le faire avec une attention particulière pour les primo-arrivantes, que ce soit l'accompagnement vers l'emploi salarié, mais aussi l'accompagnement à la création d'emplois. On a mis aussi toute une série d'outils pour favoriser la création d'activités propres pour les femmes. Et puis, il y a toute une série de mesures d'accompagnement qu'on connaît. Tous les enjeux de la garde des enfants pour les femmes et les primo-arrivantes qui ont des charges de famille. Il y a des enjeux de mobilité sur le territoire. Donc, toute la question de la facilitation de l'accès au permis de conduire, c'est aussi des mesures qui permettent à la fois de travailler sur la problématique immédiate, urgente des pénuries, mais de tout ce qui permet à côté de faire en sorte qu'on équipe nos demandeurs d'emploi et nos travailleurs pour être mieux préparés à affronter le marché du travail. Je pense que sur le constat, tout le monde sera d'accord. Il y a un souci avec ces femmes qui sont doublement, voire triplement sanctionnées par leur origine et par leur genre. Mais qu'est-ce qu'on met concrètement déjà en place ou ce qui est sur le point d'être mis en place pour répondre à ce problème ?
Il y a des offres spécifiques pour ce public-là, avec par exemple des offres de formation, des offres de développement de compétences propres avec une orientation, création de sa propre activité. Il y a une série de formations adaptées à ce public-là et c'est à force de mettre en œuvre ces programmes qu'on rattrapera progressivement, et pas du jour au lendemain, les écarts que l'on observe maintenant. Est-ce qu'il faut un accueil de la petite enfance spécifique pour ce public-là, ces femmes qui ne viennent pas de l'Union européenne et pour qui la famille, les enfants sont extrêmement importantes, qui attendent, on l'a entendu ce matin, un accueil de la petite enfance de qualité, avec aussi des personnes avec qui elles puissent échanger dans leur langue parfois, ce qui peut être un frein si vous vous retrouvez à quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas expliquer comment a été la nuit de votre enfant, etc. Donc est-ce qu'on met en place un accueil de la petite enfance spécifique, où on y réfléchit, spécifique pour ces femmes-là ? En fait, en communauté germanophone, nous, on a connu aussi encore assez longtemps une différence de genre, j'ai envie de dire, donc de Belges qui sont sur le marché de l'emploi. Donc, c'est-à-dire on avait beaucoup moins de femmes qui étaient dans la vie active que d'hommes. Et en fait, on a réussi aussi par des efforts justement d'investissement dans la garde de la petite enfance, aussi bien sûr les efforts plus encore de la formation pour les femmes, vraiment d'équilibrer cela. Donc aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc on n'a plus de différence entre femmes et hommes. Ce qui n'est pas encore vrai, bien sûr, de façon globale, mais ce qui n'est pas vrai si on regarde bien sûr juste le groupe cible duquel on parle aujourd'hui, où on a encore cet écart. Donc moi, je ne pense pas qu'il faut faire en fait une offre spécifique de la garde de la petite enfance juste pour ce groupe cible-là. Je pense que tout en général, c'est encore une question sociétale, c'est quelque chose qu'on doit mettre en fait à disposition pour nos familles en général, donc aussi pour ces familles-là. Une offre qui est adéquate et qui est adaptée aux besoins en fait, des femmes et des familles en général, donc qui correspond aux heures nécessaires, qui correspond à la question de la flexibilité, aussi la flexibilité de pouvoir l'utiliser que quelques heures, peut-être pas toute la journée ou une demi-journée, etc. Donc toutes ces choses-là qui sont nécessaires pour pouvoir suivre une formation, faire un stage, aller travailler, n'importe. Donc vraiment pour être au mieux en fait aux besoins de la vie quotidienne en général de nos familles. Et c'est comme ça que nous on perçoit notre devoir en fait de pouvoir investir davantage dans par exemple l'accueil de la petite enfance, ce qui n'enlève rien aux besoins par exemple des formations spécifiques et aussi du suivi qui doit se faire assez vite, mais ce qui est vrai en fait pour tout chercheur d'emploi en fait finalement, parce qu'on le sait, si on perd trop de temps, voilà, donc ça devient de plus en plus difficile à pouvoir l'aider à intégrer le marché de l'emploi. Et donc, c'est vrai aussi pour ces personnes-là. Donc, voilà, donc je pense qu'on doit être plus efficace dans ce qu'on met en œuvre et dans tous les cas, encore élargir davantage l'offre de la garde de la petite enfance, ça en général, parce que c'est important pour notre société. Alors, il nous reste un petit peu moins de 5 minutes. Peut-être une dernière question. On sait que l'emploi, c'est une compétence éclatée entre tous les niveaux de pouvoir en Belgique. En même temps, il y a des choses qui fonctionnent, il y a des bonnes pratiques. On en a entendu quelques exemples hier et aujourd'hui. Comment faire pour peut-être échanger ces bonnes pratiques entre régions? Est-ce qu'on communique suffisamment? Comment faire en sorte que ça circule? Parce qu'il y a aussi des intérêts communs. Quand on parle, vous avez dit, ces travailleurs qui travaillent à la frontière entre la région bruxelloise et la région flamande, il y a moyen de coopérer. À quel niveau ça doit fonctionner? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent se faire au niveau, par exemple, des conférences interministérielles qui existent? Qu'est-ce qui doit se passer? Comment faire pour échanger ces bonnes pratiques? Les ministres sont des gens... Collaborer, c'est un mot qui est revenu très souvent. Les ministres sont des gens très occupés et les garder ensemble pendant une heure, vous voyez que c'est assez difficile. Donc je ne crois pas que les conférences interministérielles sont les solutions aux problèmes. Je crois par contre que faire travailler ensemble les services publics de l'emploi et leur direction et leurs services se parlent, s'échangent. Il y a une plateforme d'ailleurs d'échange fédéral, interfédéral sur les enjeux de l'emploi en pénurie. Donc ça se ferait de façon officieuse, informelle.
formelle entre administration, direction de l'administration. Ça remontera au ministre s'il y a un enjeu politique, s'il y a un enjeu budgétaire, on aura tranché des choses comme ça. Mais je ne pense pas que c'est les réunions de ministres qui résolvent les problèmes. Je pense que c'est plutôt des administrations qui ont des bonnes lignes de conduite, qui ont les moyens, qui ont le soutien politique et qui ont l'envie de travailler ensemble et d'échanger les bonnes pratiques. Ce qui n'est pas le cas maintenant. Il y a déjà des contacts, il y a des choses qui s'échangent, peut-être pas assez. Je pense même, pour ma part, que même à l'intérieur des régions, on n'échange pas assez les bonnes pratiques. J'ai constaté chaque année que nous lancions, pour un peu moins d'1 million, un appel à projet auprès d'associations sur des bonnes pratiques pour lutter contre les discriminations. Puis chaque année, on prend l'âge, le genre, le handicap, etc. Et je me dis, mais chaque année, on finance des tonnes de projets, on en finance une vingtaine. Il y en a peut-être une dizaine qui ne marchent pas bien, il y en a peut-être 5 qui marchent comme ci, comme ça, et 4 ou 5 qui marchent très bien. Qu'est-ce qu'on fait l'année suivante pour diffuser cette information? En fait, on oublie, on passe au truc suivant. Est-ce qu'on ne sait pas construire des mécanismes pour justement tirer des leçons de l'expérience et des tentatives qu'on a faites et les diffuser? Et la crise du corona a fait un peu bouger les choses, parce que là, on s'est vraiment rendu compte au niveau de la santé qu'il fallait travailler ensemble. Est-ce que, du coup, ça favorise l'échange entre régions, en particulier sur le domaine qui nous occupe, le sujet qui nous occupe aujourd'hui? Il y a un thème qui nous préoccupe tous et auquel on est tous confrontés, qui est quelque part une des priorités dans nos réflexions, c'est la question des pénuries. Et donc sur ce terrain-là, il y a des espaces. Alors parfois les espaces, vous citiez les conférences interministérielles sont je ne vais pas dire d'une lourdeur, mais sont complexes. C'est un mode de décision complexe. Mais par contre, et le ministre Claire Failly vient de rappeler qu'il y a une instance où les services publics de l'emploi peuvent se parler. Et en réalité, ils se connaissent assez bien. Ils connaissent les initiatives parce que tout le monde est attentif à ce qu'on met en place comme formule. Il y a à ce sujet beaucoup d'échanges aussi qu'on peut mener à travers des outils digitaux, à travers des mises en place de plateformes. On a de très grandes réflexions pour le moment sur cela, comment mieux informer sur nos pratiques, comment offrir des espaces d'échange. Donc ça, ce sont des outils qui existent, qu'on peut certes améliorer, parce que fondamentalement, la question que vous posez, est-ce qu'il faut plus de coopération interfédérale? Mais probablement que oui, parce que on a souligné la nécessité d'augmenter la mobilité des travailleurs. Donc ça, c'est une question sur laquelle je pense qu'il y a une prise de conscience. Et donc, oui, certainement qu'il y a un besoin là-bas. Après, les formules, probablement que les formules souples à travers les professionnels de l'emploi sont à renforcer. Oui, peut-être juste encore une réflexion là-dessus. Je pense que c'est une question d'état d'esprit, mais aussi de volonté politique. Ce n'est pas la question en fait de savoir s'il y a plusieurs niveaux qui sont responsables pour quelque chose et que ça rend peut-être les choses un peu compliquées. Ça, ce n'est pas réellement la problématique. Je pense que chacun en fait connaît très bien son marché de l'emploi, son marché de travail, et c'est aussi quelles mesures doivent être prises en fait pour améliorer la situation, aller à l'encontre des problèmes structurels. Vous avez évoqué la question de savoir si ce ne serait pas bien donc davantage échanger les bonnes pratiques, avoir en fait des lieux d'échange. Et là, je pense que ça, c'est la vraie bonne question en fait, parce que ce n'est pas une question qu'on est dans un État fédéral et que chacun a sa responsabilité. La question est de savoir si on veut être dans un État fédéral de coopération ou pas. Et c'est ça la question de l'état d'esprit et de volonté politique. Et moi, je dois constater, parce que ce n'est pas la première législature que je suis responsable pour l'emploi, que c'est actuellement la première législature pour moi, à vrai dire, où on a des vrais contacts politiques de coopération qui se font. Et je trouve que c'est une très bonne idée, parce que c'est vrai qu'on peut apprendre encore davantage l'un de l'autre. Et je sais que nos administrations sont déjà en contact toujours en général. Mais nous, en tant que comité germanophone, qui sont très petits, on vit de la coopération et de regarder autour de nous, parce que c'est important ainsi de travailler. Et donc, c'est vrai que ça peut améliorer la situation en général en Belgique, qu'il y a cette conscience-là, que si on peut échanger de bonnes pratiques, si peut-être sur quelques sujets on coopère davantage, on peut améliorer une situation qui est structurellement faible. Donc, et ça, c'est une question d'état d'esprit. Cette conférence, elle est organisée par le ministre fédéral du Travail. Un message peut-être à lui adresser, il prendra la parole tout à l'heure pour conclure cette journée, mais justement on a évoqué ce souci avec le permis de travail, parfois l'incompatibilité en termes de compétences fédérales régions. Un message à lui adresser, si vous deviez conclure.
Une piste à lui donner sur le thème dont nous parlons maintenant, la discrimination. J'ai un exemple étranger, j'ai trouvé ça en France, c'est pas très loin de cela. En France, les entreprises qui comptent plus de 300 travailleurs ont l'obligation de former tout leur personnel des départements GRH à la lutte contre la discrimination, à la diversité dans l'emploi. Et donc, c'est développé en France un marché de consultants qui donne ces formations et qui développe toutes les bonnes pratiques. Voilà. Alors, ce n'est pas que je crois que les grandes entreprises se soient loin de ces préoccupations-là. Je crois que la plupart d'entre elles le font. Mais donner un cadre commun permettrait de garantir qu'elles soient toutes au même niveau, dans la même dynamique et que se diffusent plus largement encore les bonnes pratiques. Un message au ministre Derman ? Non, je ne pense pas que je n'ai vraiment un message à faire. Non. Peut-être deux messages, tout simplement. D'abord, saluer que cette coopération dont on parlait tout à l'heure, elle s'incarne aussi ici, dans ces 2 journées qu'on vient de passer, puisqu'on vient d'horizons différents. Mais d'abord, la question du permis unique me semble être une question qui doit être mise sur la table, et c'est une compétence non pas de Pierre-Yves Derman, mais du ministre Sami Madi. Donc ça, c'est un dossier sur lequel on a une grande attente par rapport au fédéral. Deuxième chose, j'en ai pas beaucoup parlé, mais nous lançons en Wallonie une expérimentation qui est une expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, qui est une expérimentation sur des territoires particuliers où il y a un certain nombre de demandeurs d'emploi qu'on va essayer d'accompagner dans des métiers qui ne sont pas des métiers qui seront en concurrence avec l'économie classique, mais pour lesquels on va offrir toute une mobilisation d'acteurs territoriaux. Et c'est une expérience qui me semble innovante. On en fera l'évaluation lorsque on va la lancer, mais j'invite Pierre-Yves Derman, que je salue, à suivre avec nous et à être attentif et peut-être à venir voir les expérimentations sur le terrain, parce qu'il y a, me semble-t-il, aussi pour le fédéral matière à réflexion sur ce sujet. Bien, merci à tous les 3 d'être venus et d'avoir échangé ensemble. J'imagine que vous continuerez par la suite. Voilà, je vous libère du coup. Merci à tous les 3. On va poursuivre notre programme de notre côté. Au revoir.